Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le dimanche 15 novembre 2020. Je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver pour cette vidéo hebdo sur le BTC, sur Bitcoin. Encore une fois, on a décalé d'une journée la vidéo. Je reviendrai à la normale la semaine prochaine, j'espère. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de boulot à rattraper, et donc j'ai travaillé hier aussi et j'ai pas pu enregistrer. Néanmoins, en ce moment, il se passe pas grand-chose entre le samedi après-midi et le dimanche après-midi. C'est plutôt le dimanche soir que ça recommence à s'agiter. Donc je vais tâcher de mettre la vidéo en ligne avant les 18 heures pour que vous puissiez éventuellement vous positionner sur le marché. Je sais qu'il y en a pas mal qui font d'autres choses le week-end. Alors en ce moment avec le confinement peut-être pas, mais qui recommencent à se mettre sur les charts dimanche en fin de journée, au moment aussi où il y a les US qui sont sur le Bitcoin. Avant de commencer l'analyse, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait des vœux de prompt rétablissement. D'abord, tous ceux qui ont liké les vidéos et tous ceux qui ont regardé les vidéos ces 2 dernières semaines. J'ai beaucoup plus de vues, donc j'imagine que c'est parce que ben voilà, le Bitcoin est en train de s'agiter, donc tout le monde recherche un petit peu sur YouTube ce qui peut se dire et comment se positionner. Sachez que ça me fait énormément plaisir aussi, et ça c'est plus encore valorisant, c'est le fait que vous vous abonniez à ma chaîne, donc le nombre d'abonnés augmente, et ça c'est vraiment une reconnaissance qui me fait chaud au cœur, parce que bah voilà, la chaîne est pas monétisée, a pas vocation à l'être, donc le seul plaisir que j'en retire finalement, bah, c'est les likes et les commentaires et les abonnements, donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. J'ai retiré un commentaire avec un lien vers une plateforme de je sais pas quoi. Enfin, je monétise pas la chaîne, c'est pas pour qu'on vienne y faire de la pub pour d'autres, pour je sais même pas ce que c'était peut-être un scam, j'en sais rien. Mais en tous les cas, voilà, pas de lien publicitaire dans les commentaires, je les retirerai. Par contre, si vous avez des questions, si vous voulez des choses particulières, n'hésitez pas dans les commentaires ou dans le mail qu'il y a dans la description de la vidéo. Allez, trêve de bavardage, on va tout de suite attaquer par l'analyse avec notre désormais très traditionnel Renko. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Renko, qui ne savent pas ce que c'est, Renko c'est une représentation des charts qui tient uniquement compte du prix et pas du temps. Ça a pour effet de nettoyer pas mal le signal, comme on dit. Il y a peu de mèches, et en fait les chandeliers sont des briques qui font 100 dollars dans la représentation que j'ai choisie, qui est la représentation traditionnelle avec une taille de brique que j'ai fixée à 100 dollars, ce qui permet d'avoir voilà, cette vision un peu schématique de la manière dont le cours progresse. Et ce qui est particulièrement pertinent là depuis quelques semaines, eh ben, c'est ces niveaux de support résistance qu'on a tracés ces 3 dernières semaines, et qui sont vraiment particulièrement pertinents. Alors regardez ici ce qu'on disait la semaine dernière, hein. On avait percé ce niveau-là, boum, on a atteint cet autre-là qui correspond à ce plus haut ici, et puis on est revenu prendre appui sur notre support avant de repartir plus haut, et là, par quoi on a été stoppé? Ben, par ce niveau de résistance, tout simplement. Donc, et c'est ce niveau de résistance qui remonte à, ici je l'ai tracé par rapport au 13 décembre 2017. Donc vous voyez, là où on est venu prendre appui ici en décembre 2017, et ben voilà, ça a été aussi ici le point de bagarre où on a été retourné. Et donc logiquement, après, ce qu'on va chercher à regarder, bah, c'est ces deux niveaux ici qui représentent ce sommet ici et ce petit sommet là. Voilà, j'ai tracé comme ça. Donc j'en ai tracé deux parce qu'effectivement, il y a ce sommet-là d'abord et puis celui-ci ensuite. Mais disons que pour moi, c'est la prochaine résistance vers le haut. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de Renko? Ben, on n'a toujours pas vraiment d'affaiblissement de la tendance haussière long terme. Néanmoins, il y a quand même quelques petites choses. D'abord parce que ici, effectivement, on se bat pas mal, hein, ça se bagarre pas mal. Mais surtout, on a pour la première fois depuis un moment vraiment une jolie divergence là sur Renko. Voilà, si on prend ce sommet et ce sommet
sur le cours et ce sommet sur le RSI, la divergence est très nette. Et en plus, pile poil sur cette résistance-là. Donc, est-ce que ça veut dire que tout de suite le cours va se retourner? C'est pas dit. Regardez ici, si on prend le stochastique, on avait eu de la faiblesse par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'avait pas de divergence avant. On avait eu de la faiblesse, puis on est revenu ici sur les plus hauts. Donc, pourquoi pas ici imaginer quand même un petit infléchissement dans la croissance, dans la montée. En tous les cas, on va voir dans les autres types d'analyse ce que ça donne. Néanmoins, pour moi, il y a encore de la possibilité pour aller beaucoup plus haut et ce ne serait pas étonnant du point de vue Renko. Hein, pour l'instant, ça ne suffit pas à invalider la tendance haussière, mais ce ne serait pas étonnant d'aller ici dans les 17 000 et pourquoi pas ici jusqu'aux 19 000, tout là-haut. Donc voilà, c'est pas exclu. Et comme il n'est pas exclu d'avoir un scénario de ce type, hein, c'est de faire des choses de ce type-là, tac, et puis de revenir là, et pourquoi pas aller jusqu'ici, avant peut-être voilà, de faire des choses comme ça, ou même ici de revenir plutôt prendre appui ici, avant d'aller plus haut, etc. Ok, donc il y a plusieurs bien sûr scénarios possibles. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on va suivre ces niveaux de support et résistance qui sont particulièrement pertinents depuis quelque temps avec Renko. Allez, on passe tout de suite sur Ishimoku. Alors, Ishimoku, là, je vous ai mis la vue en 3 mois. C'est une vue que j'avais déjà utilisée. Notamment, on avait vu ensemble regarder ce niveau-là, la Kijun, sur les 10 000 dollars, en disant voilà, si on passe ce niveau de Kijun, effectivement, ça va être ça va être bullish pour la suite. Ce qui est très intéressant aussi de regarder, c'est que là, dans le trimestriel, hein, la Tenkan est en train de croiser, de chercher à recroiser au-dessus de la Kijun. Donc, si ça se fait, autant vous dire que c'est extrêmement bullish et ça nous confirmera le bull run si on avait besoin d'une confirmation quand on voit cet énorme Marubozu vert, cette énorme bougie verte qu'on a là qui est en train de se faire en trimestriel. Autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le potentiel de hausse. Si on prend ici cet outil, voyez la hausse, on a une hausse de 15 000 dollars hein, entre le plus bas et le plus haut de cette bougie trimestrielle, 400% de hausse. Quand on regarde la hausse ici, l'équivalent en 2019, hop, on fait allez, 9 700 dollars, donc 16 000 dollars, 10 000 dollars, on va dire 240% de hausse, donc on va dire un peu moins 40% de moins que la hausse précédente. Et donc là, si aujourd'hui on est au plus haut à 50% de hausse, on fait que 6 000 dollars de hausse, donc on peut parfaitement imaginer allez, qu'on irait faire, si on faisait ne serait-ce que 100% de hausse, c'est-à-dire que là, même pas la moitié de la hausse précédente, on peut parfaitement s'imaginer qu'on aille taquiner ici le all-time high précédent, le plus haut précédent, voire au-delà des 20 000 dollars si on fait 100% de hausse. Bon, comparaison n'est pas raison, mais c'est tout ça pour dire que ici, on ne pouvait pas forcément s'attendre à faire une telle hausse en trimestriel, et là non plus 400%, c'était inimaginable. Donc là, se dire qu'on va juste faire 100%, c'est pas non plus totalement délirant. Et ça, c'est pour ceux qui vous disent on n'atteindra jamais les 20 000 dollars. Non, c'est tout à fait imaginable sur le Bitcoin, hein, avec un RSI qui est quand même passé au-dessus de son précédent plus haut et donc qui est même pas encore rentré dans la zone de surachat. Donc on a largement de la marge pour aller dans la zone de surachat en trimestriel, je parle là, hein, et donc aller voir beaucoup plus haut. Après, ça ne veut pas dire qu'on va y aller comme ça directement. Il va peut-être y avoir, voilà, on va le voir dans les plus petites unités de temps, il va certainement y avoir d'autres mouvements
dans les time frames inférieurs. Allez, j'enlève ça pour pas polluer notre graphique et on va regarder ce qui se dit en mensuel. Donc en mensuel, bon, évidemment, on reste extrêmement bullish. Et le point qu'il faut noter quand même qui est énorme, c'est que regardez ici, Tenkan Kijun, regardez ça. On est en train de traverser ici le niveau des 10 000 dollars, c'est-à-dire notre SSB sur le nuage. Et quand on aura croisé, quand on aura dépassé le nuage, là, ça sera aussi un signe extrêmement bullish et on est bien parti pour le faire. Comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, une fois que la Tenkan et la Kijun sont passés au-delà du Kumo, il n'y a plus rien qui nous empêche d'aller vers To the Moon, quoi, hein. Voilà, la Chikou, elle est déjà passée au-dessus, le prix, il est déjà au-dessus, donc c'est les deux derniers freins qu'on peut avoir. Alors, évidemment, ici, eh ben, c'est une zone à surveiller particulièrement, puisque effectivement, c'est là que on peut être éventuellement rejeté et revenir, pourquoi pas, tester un peu ici avant de repartir vers le haut. Et typiquement, la Kijun, là, on va être particulièrement attentive à ce qu'elle arrive à traverser la SSB ici. Franchement, si elle le fait, après, il n'y aura plus beaucoup d'obstacles vers le haut et il ne faudra pas s'attendre en cas de chute à vraiment descendre en dessous de la SSB. Même si toujours tout est possible avec Bitcoin, en tout cas on aura un énorme support ultra puissant sur le mensuel. Donc voilà, on va regarder ça, hein, on va laisser le mois se dérouler, on n'est que le 15, donc on est à la moitié du mois, on va voir comment ça va se passer. Au niveau weekly, bon ben évidemment là tous les indicateurs sont verts, le nuage est vert, l'avenir est vert et bien brillant. Oui, le RSI est en zone de surachat. Est-ce que on peut dire qu'on a une divergence ici entre ce sommet et ce sommet? Elle est extrêmement légère, hein, entre ça, si on fait ça, si on prend ça, voilà, hop, et ça. Il y a une très légère divergence, mais même pas. Pour moi, là, c'est pas forcément pertinent. Il faut prendre le mouvement à partir d'ici. On remonte peut-être un peu trop loin dans le passé par rapport à ça. Il y en a qui le font, hein, j'ai vu. Je suis pas sûr que ce soit pertinent. À mon avis, il vaut mieux regarder les divergences dans les plus petits time frames dans les plus petits time frames. Ok. Donc en weekly, on est toujours bien bearish, il n'y a pas vraiment de signe pardon, bien bullish, il n'y a pas vraiment de signe de ralentissement. Vous avez corrigé tout seul. Celui qui est bearish là, c'est qu'il est... bah, peut-être qu'il est malin, en fait. Non. Alors, en daily, par contre, oui, c'est une autre paire de manches et on va se pencher un peu plus dessus parce que effectivement, là, on a de la divergence et effectivement, là, on peut commencer à se poser un petit peu des questions. Donc, j'avais dessiné ici ce début de box la semaine dernière en disant voilà, on a ces sommets là, mais on est venu encore les péter vers le haut. C'est vrai, on les a pétés vers le haut, mais regardez. Ici, typiquement, ce qu'on a vu sur Renko tout à l'heure est aussi parfaitement visible là, c'est-à-dire qu'on a une belle divergence qui s'est fait jour ici. Et puis on le voit, le RSI, là, il est à la peine. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite dropper, et je suis pas en train de dire que voilà, ça y est, c'est parti, c'est la fin de la hausse. Non, mais c'est un premier signe à prendre en compte par rapport à un éventuel essoufflement des boules, même si, encore une fois, il n'y a pas d'autres indicateurs au niveau Ishimoku pur qui nous dit que la hausse se termine, à part cette inflexion ici au niveau de la Tenkan. Il faudrait vraiment qu'on recroise et pour vraiment dire qu'on repart vers le bas. Mais bon, voilà, il faut noter cette divergence, hein. Ça, c'est pas du Ishimoku, c'est du trading traditionnel. Et par contre, on va essayer de voir si dans les plus petites unités de temps sur Ishimoku, on voit des signaux un petit peu de faiblesse. Alors là, évidemment,
La divergence est beaucoup plus marquée. Voilà, je la remets là. Mais bon, elle est assez évidente. On va enlever ce petit truc ici. Voilà, qui nous sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le 4 heures? Hop, je vais recentrer tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit dans le 4 heures? Eh ben, on voit ici un début de croisement Tenkan Kijun. Alors ça, pour le coup, dans le 4 heures, ça commence à devenir quelque chose d'intéressant, un indicateur de faiblesse, en tout cas, des boules et de la hausse. Alors rien n'est confirmé, hein, il n'y a pas la petite croix blanche qui s'est mise comme ici. On pourrait avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on vient au contact de la Kijun, on repart. Ici aussi, on était quasiment venu la toucher avant de repartir. Donc si là, rien n'est confirmé. Néanmoins, si ici on casse dans le 4 heures, la Tenkan repasse sur la Kijun. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on est passé au-dessus, c'était ici, c'était il y a un petit moment. Et pour moi, compte tenu de la divergence et de l'énorme hausse qu'on a connue, ce serait effectivement le signe peut-être d'un petit pullback avec éventuellement un trade à prendre pour aller chercher des niveaux de prix plus bas, donc des supports peut-être ici au niveau du plat de la SSB ou de ce plat de nuage là, ou encore de ce plat de SSB à ce niveau-là. Alors, on a vu que précédemment, on a déjà eu des pullbacks qui ont pas tenu. Hein. Si on prend ne serait-ce que la semaine dernière, voilà, on avait eu ici le support de la Kijun, on était venu enfoncer, puis on est reparti vers le haut. On est revenu enfoncer ici en début de semaine, et puis on est reparti vers le haut. On est revenu encore une fois prendre appui sur la Kijun, et on est repassé au-dessus de la Tenkan, poum 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 poum. Voilà, on a pris quand même 1000 dollars là, hein. Donc on voit que, plus de 1000 dollars, on voit que en tout cas la Kijun ici nous sert de support extrêmement puissant. C'est pour ça aussi, et on le voit sur la dernière bougie verte ici, encore une fois, elle nous sert de support et on repart vers le haut. Néanmoins, si ici, voilà, on voit qu'on fait des sommets qui sont plus bas que les précédents, si ici on commence à traverser, donc dans une belle bougie rouge qui close sous la Kijun, là ça va commencer à être un peu bearish. Et quand je dis un peu bearish, c'est un peu, hein. C'est pas là que ça veut pas dire que c'est la fin de la hausse, mais en tout cas dans le 4 heures, on pourra éventuellement aller se dire on va faire un buy the dip. Encore une fois, moi là, alors pas encore une fois, je vous le dis maintenant parce que c'était pas forcément mon discours. Je vous ai dit buy the dip, buy the dip, buy the dip, et effectivement c'était parfaitement pertinent la semaine dernière de faire du buy the dip pour aller chercher combien de dollars. Si on faisait un buy the dip ici, allez, ici, si on va dire que c'est regardé la semaine dernière et vous vous êtes dit, hop, ça nous fait quoi en buy the dip? 1600 dollars. Si on prend tout ce mouvement de hausse. Donc, même un peu plus. Ouais, non, c'est ça, 1600. Donc, c'est parfaitement légitime. Maintenant, si on revient encore plus bas, là, je vais commencer à me poser des questions sur effectivement un éventuel retournement du marché et pourquoi pas prendre un short à ce niveau-là. Alors, encore une fois, moi, je suis dans une situation particulière où je hold pas mal de Bitcoin depuis longtemps, donc enfin, je suis à l'aise avec le fait de prendre des shorts à ce niveau-là. Par contre, si vous n'avez pas de Bitcoin, on reste dans un marché haussier et shorter est extrêmement risqué. Aller contre tendance est extrêmement risqué. Donc voilà, je ne vous encourage en aucun cas à shorter dans ces conditions-là. C'est le mouvement contre-tendance et le plus risqué. Néanmoins, voilà, on a cette divergence ici qui est intéressante et que l'on peut peut-être exploiter. On va quand même regarder quelque chose qu'on n'a pas regardé depuis longtemps, c'est les pivots, les points pivots. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau des points pivots? Je suis en quoi là? Je suis en weekly, en traditionnel. Si je me mets en Fibo, ouais, ouais, c'est tout aussi pertinent. Donc regardez, ce qui est intéressant au niveau des points pivots,
Alors, je l'utilise pas tellement parce que je trouve que c'est redondant quand même avec Ishimoku, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les résistances vers le haut, en fait, qu'on voit pas dans Ishimoku, puisque là, on est totalement dans un marché haussier comme ça, dans un bull market. Les résistances, ben, il n'y en a pas hein, au niveau Ishimoku. Donc là, on en voit une qui correspond quand même au sommet de Shiku et ici du prix, évidemment. Et ici, celle-ci qui rejoint un peu, qui sert de support vers le bas. Et on se dit que si ici, on pète ce niveau-là, eh ben, on va facilement revenir au point pivot ici, qui est au milieu de mon nuage. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant à regarder. Après, évidemment, si on revient ici tester et qu'on part vers le haut, le prochain niveau, il est au 17 500 $, qui est aussi le niveau de résistance qu'on avait observé tout à l'heure sur Renko. Bon, il y a pas de secret, c'est des moyennes hein, donc ça correspond souvent. Donc voilà, à regarder ça en fonction de ce qu'on fait. Donc si jamais vous aimez le risque à fond et que vous voulez prendre un short sur ces positions, alors il faudrait peut-être attendre ici de revenir tester ce niveau-là. Ou si vous le prenez maintenant, vous dire bah je vais quand même ici mettre un stop loss à ce niveau. Alors c'est en fait là il y a deux, je vais vous expliquer quelque chose. Là vous regardez la vidéo, vous dites ouais je vais prendre un short et tout, j'y vais à fond, je le prends maintenant. Sauf que Sauf que ce qui va se passer, que vous mettez un stop loss à 2%, parce que vous dites 2%, c'est déjà pas mal, vous êtes à levier en plus en short, donc vous ne voulez pas trop accumuler de pertes. Sauf que effectivement, c'est un peu le stop évident, c'est-à-dire que tout le monde va le placer là parce qu'il y a ce niveau de résistance et que tout le monde regarde la même chose. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous dites, effectivement, j'ai les moyens de voir venir et je vais chercher ici le prochain niveau de résistance en stop loss, mais ça vous fait 9%, donc c'est énorme. Surtout que le potentiel de gain est pas forcément en rapport, donc voilà, le ratio gain-risque il est de 1, il n'est pas intéressant. Ou alors, si vraiment vous voulez shorter, ben vous essayez ici d'aller chercher quelque chose d'un peu plus haut et justement de jouer ici ce niveau-là en short, voire un false breakout, c'est-à-dire un petit peu au-dessus. Et là, vous commencez à avoir quelque chose de plus intéressant en termes de trading. Parce qu'en plus, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de regarder ici, si on casse, si on traverse le nuage, c'est là de vous dire, ok, on va aller voir effectivement peut-être beaucoup plus bas et qu'on a un potentiel baissier beaucoup plus intéressant. Donc voilà. Ou alors, vous vous dites, non, non, mais moi, je prends un short mais je suis le truc, je fais un stop loss super bas, voilà, et surtout je vais vite prendre des gains dès que on va revenir sur ces zones-là, sur Splat Kijun, voilà. Donc ça dépend de votre style de trading, mais voilà un peu les différents scénarios. Mais c'est sûr que là, il y a beaucoup de gens qui voient la divergence et qui vont commencer à shorter. Et voilà, et ça va. Et c'est donc quand tout le monde fait la même chose, bah, c'est pas forcément intéressant. Le market maker laisse pas tout le monde gagner. Même si j'ai remarqué en regardant BitMEX Sniper sur Telegram hein, qu'il y avait vraiment des grosses ventes dès qu'on dépassait ces niveaux-là. Il y a des énormes ordres de ventes qui se font. Donc c'est extrêmement bien défendu comme niveau. Et si ça continue à être aussi défendu, bah voilà, ça va être intéressant de prendre le côté short. Allez, on a passé bien suffisamment de temps sur Ishimoku comme ça. On va tout de suite regarder notre Elliott Wave. Alors je vais juste faire un truc. Voilà, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas regardé ça un peu plus en macro. Et je trouve que c'est intéressant. En plus, ça fait toujours un peu plaisir de regarder les potentiels gains à venir. Donc, vous savez, ça c'est mon plan macro en Elliott, c'est-à-dire on a fait une première vague 1 avec notre plus haut de 2017, de décembre 2017. On est venu chercher une 2 bien profonde ici en 2018 et pour moi on est dans une vague 1 en bleu ici qui se projette voilà ben, on va reprendre les ratios de Fibonacci hein, tout simplement hop on fait ça
Voilà, au 161,8, hein, ratio de Fibonacci traditionnel, donc au 36 000 dollars. Alors je fais pas souvent des vidéos où je montre ces plans long terme parce que après on va me dire c'est n'importe quoi, etc. Bon, c'est toujours un peu n'importe quoi parce que c'est très loin dans l'avenir, mais si on est liotiste comme moi, bah, c'est une target raisonnable de se dire que le Bitcoin va aller voir les 36 000 dollars. Ça ne pose aucun problème. Et ça encore, c'est une cible conservatrice, hein, parce qu'on pourrait aller chercher les 2,618, c'est-à-dire bien au-delà, c'est-à-dire, hop, là je suis au 2, et si je prends les 2,618, on pourrait se dire, bah non, le Bitcoin, il va aller à 50 000 dollars sans problème. Donc moi, c'est pas des ratios qui me choquent particulièrement, mais bon, allez, en vidéo, on va rester sur un truc raisonnable et conservateur. Donc, cette vague 3 ici en bleu, je l'ai décomposée en une impulsive ici en blanc, en 1, 2, 3, 4, 5. Mettons qu'ici on aille chercher les 161,8. Et donc pour moi, on est en train de faire cette vague 3 ici en blanc qui elle-même se décompose dans cette vague en jaune ici. D'ailleurs, tiens, je vais en profiter pour une fois que je vous montre ça, pour changer un petit peu le degré de cette scie, parce que c'est énorme en fait. On va le mettre en intermédiaire, voilà, un truc un peu plus petit. Et puis c'est elle qui devrait être un peu plus grande. Je sais pas pourquoi. Voilà, ok. Donc voilà, puisque là, en fait, cette vague jaune, elle correspond au final à cette vague 3 en blanc. Alors, on va reprendre un Fibonacci pour se dire, cette vague 3 en blanc, qu'est-ce qu'on attend d'elle? Bah, ce qu'on attend d'elle, vous avez remarqué, hein, j'ai enlevé l'aimant parce que l'aimant, il m'en fout à chaque fois. Et là, je m'embête beaucoup moins. Donc cette vague en blanc, elle démarre ici au plus bas de 2018. Elle va chercher en juin 2019 le plus haut, c'est ma vague 1. Puis nouveau plus bas en mars de cette année, hein, avec la crise du Covid. Et après, on est on est en train de faire une vague 3. Cette vague 3, je lui ai donné ici une target qui n'est pas du tout conservatrice, puisque je lui ai donné une target de combien? De 2. Allez, on va se dire que on va faire pareil. On va se dire qu'on fait 161,8. Hop, un 618 qu'on vient là. Donc on va décaler la vague 4 ici, à peu près. Hein. Quand on la met au 123, ça correspond à peu près à un retracement de 23,6 ou 38,2, je crois, à peu près. Donc on se met aux alentours de 161,8 et vous voyez après, pour aller chercher la vague ici, le haut de ma vague 3 en bleu, vous voyez que ça fait une grosse vague 5. C'est pour ça en fait que je m'en souviens que j'ai mis ici plutôt une vague 3 un peu plus puissante parce que en fait c'est plus logique par rapport à ce haut de vague 3 bleu. D'accord? Parce que en général c'est la vague 3 qui est en extension plutôt que la vague 5. Mais bon, peu importe, on va laisser ça comme ça et surtout ça me donne pas mal de champ libre de faire une grande vague 3 comme ça. Et de toute façon, on ne peut pas lire l'avenir, donc on verra plus tard, dans les mois qui viennent, ce que ça donne. Toujours est-il que l'intérêt de cette vague 3 là, bah, c'est qu'on a cette vague jaune, cette impulsive en jaune, qui la décompose. Et on va enlever ça, on va enlever le Fibo. Et vous le savez parce que j'arrête pas de vous le répéter à chaque vidéo. Je vais enlever ce channel là qui me gêne. Voilà. Ce qui m'embête dans cette vague en jaune, c'est qu'on n'a jamais connu une vague 2 ici très puissante. C'est-à-dire que une vague, une impulsive comme ça, on s'attend à ce que ça fasse quelque chose. Hop, je vais prendre une impulsive ici. On s'attend à ce que ça fasse quelque chose comme ça, avec un bon retracement de 2, hein, et moi j'aurais bien aimé. Et puis après 3, 4 et 5. Alors là j'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi, déjà on va la refaire. On peut pas s'arrêter en cours de route. Donc on aurait dû faire une ici, une 2 bien propre, là une 3, une 4 et une 5. Voilà. Moi c'est ça que je voulais
voir. Je la remets en jaune aussi ou en orange pour la distinguer. Voilà. Moi, je m'attendais à voir quelque chose comme ça. Ben, évidemment, le cours, le Bitcoin fait bien ce qu'il veut et il nous a fait une toute petite 2 ici qui est du coup est extrêmement piégeuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait une petite 2? Ben, ça veut dire qu'en général, on fait une 4 beaucoup plus puissante. D'où, on va faire ça pour mieux pouvoir zoomer ici. D'où le fait que je dessine cette 4 extrêmement puissante. Alors on va regarder l'objectif de 3 qu'on a ici. Hop, je le place sur mon sommet de 2. Voilà. Alors la 3 ici, je l'ai mis au 200% de Fibonacci. Allez, on va dire que je vais juste replacer, parce qu'on est quand même un peu plus précis ici, même si j'ai pas l'aimant. Voilà. On va replacer les bons niveaux. Ouais, on est plutôt bien là. Ok. Donc, allez, on va prendre aussi une target conservatrice, les 161,8, les 20 000 dollars. Ok, d'où aussi le fait de dire, du point de vue Elliott, qu'on va chercher les 20 000 dollars et les 1,618, bah, ça correspond aussi à peu près à notre plus haut de vague 1 précédent, qu'on s'attend évidemment à dépasser puisqu'on est reparti dans un bull market. Donc si on fait ça, je vais arrêter de bouger dans tous les sens. Si on fait ça, ce qui est intéressant, c'est de faire effectivement, et on va le voir dans les plus petits time frames, de regarder la décomposition qu'on a ici, 1, 2, 3, 4 et 5, et qui est celle qu'on attend. Donc, vous voyez un peu la cohérence pour l'instant des targets long terme sur ce marché haussier. Et oui, et ce que je voulais vous dire surtout, c'est ça, c'est que si ici, on a fait une petite 2, on a forcément une 4, forcément. En tout cas, on a de grandes chances d'avoir une 4 qui soit très puissante en termes de retracement et donc qui retrace, pourquoi pas, au 50%, voire au-delà, même si ça serait plutôt étonnant. Mais en tout cas, voilà, on a de la marge. On peut au moins retracer au 50%, voire les 61,8 sur cette vague 4, d'où la tête un peu bizarre de ma vague, de mon impulsive ici en jaune, parce que je m'attends à un gros retracement. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que même si on fait un énorme retracement, regardez, avant qu'on vienne revoir, allez, on me dit qu'on retrace à 61%, voire un truc extraordinaire au 76,4. Improbable mais possible, hein, puisqu'on vient toujours pas enfoncer le sommet de notre une qui est ici. Mais même si on retrace ici, c'est à peine si on vient chercher les 11 000 dollars. On ne vient même pas combler ce gap ici. Pour vous dire à quel point on a connu une hausse puissante et pourquoi je pense qu'elle n'est pas forcément prête de s'arrêter tout de suite. Ok, donc même dans un scénario extrêmement pessimiste en termes de retracement ici, vous voyez qu'avant qu'on vienne chercher un Bitcoin à 10 000 dollars, ça semble très étonnant. Et ça serait vraiment très étonnant. Et au maximum, ici, on viendrait aux 11 000. Alors après, si on veut prendre un scénario bearish, ça voudrait dire qu'ici, on monte en 3 et qu'après, le marché se retourne et qu'on va beaucoup plus bas. Mais c'est pas du tout un scénario que je privilégie pour l'instant. Il faudrait probablement revoir tout ce décompte-là aussi. Donc dans le scénario actuel, vraiment, ce serait très étonnant qu'on revienne chercher un Bitcoin beaucoup plus bas. D'où aussi le fait de dire il va falloir se positionner même si les prix semblent très hauts parce qu'il y a plus de potentiel vers le haut que vers le bas. Ok, c'est ça le sens du message d'Eliott à ce niveau-là. Après, effectivement, de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure, ben, on voit, tiens c'est bizarre, pourquoi il est tout décalé mon RSI. On voit ici, là, qu'on a, enfin on le verra, on a de la divergence, on est en surachat, on voit ici que le stochastique, ben, il est bien prêt à plonger, etc., etc. Ok, allez, on va se remettre en daily sur ça, ce qui va nous permettre de voir la décomposition ici de notre vague jaune. J'enlève ici ceci et comme ça on y voit un peu plus clair. Alors maintenant on va s'intéresser à l'impulsive ici en verte sur laquelle on est déjà depuis quelques semaines. Alors j'ai juste ce problème du RSI, pourquoi il est
en décalé. Même si je me mets en auto, il se décale. Ouais, c'est très bizarre. Ça me saoule ça, c'est pas normal. Attendez, on va voir si je fais ça, qu'est-ce qui se passe. Ok, et si je le repositionne, ouais, voilà, c'est plus clean. Et il reste, et il se remet bien à l'échelle. Super, super. Donc, ici, ça, hop, je vais le mettre en plus petit, parce que c'est passé et que ça nous intéresse beaucoup moins. Le style, on va même mettre ok. Donc sur cette vague, sur cette impulsive verte, on avait la vague 3 qu'on avait positionnée, ben, j'imagine qu'on l'avait positionnée par rapport à des niveaux de Fibo d'extension. Donc on va les reprendre hein, tout simplement. Ici, paf, au 161.8. Vous voyez, on était pile poil sur les 161.8. On a dépassé, mais on peut considérer que provisoirement, on a ce sommet de 3. Et pour moi, la situation se confirme par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire que on a atteint le sommet de la vague 3 et on s'attend à venir chercher ici une vague 4, d'autant qu'on l'a vu tout à l'heure dans Renko et dans Ishimoku, on a ici une divergence. Et une divergence, ça marque souvent la fin d'un cycle qu'on peut voir entre ici, ce plus bas sur le RSI, et ici, plus haut et plus bas ici, divergence entre ces deux-là, et donc fin d'un cycle. Au niveau du stochastique, la moyenne bleue est passée sous la rouge. Donc on a aussi un signe en daily. Hein. On a un début de signe de retournement de ce mouvement-là et en tout cas de prise de respiration. Ce qui, du point de vue Elliott, correspond parfaitement à notre vague 4. Avec, bien sûr, pour une vague 4, des objectifs classiques. Hein, 23,6, 38,2 et pas forcément 50 parce que 50 on a déjà une vague 2 qui est profonde, donc ma vague 4 ici peut être beaucoup plus limitée. Donc déjà 23,6, c'est-à-dire ici 14 000, 15 000 dollars, ce serait tout à fait honnête pour cette vague 4. Après, pourquoi pas descendre au 38,2, aux 14 000 dollars. On va le laisser comme ça d'ailleurs, juste pour avoir un peu plus de visibilité. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur Ishimoku, effectivement ici en daily se dire bah tiens je joue la divergence et je viens chercher une faiblesse ici, pourquoi pas. Après on reste du point de vue héliotiste pour moi dans un buy the dip hein, forcément puisque on n'est que sur une vague 4 et pas sur quelque chose de plus comment dire si on était dans la vague 5 j'aurais un autre discours, peut-être qu'on pourrait aller beaucoup plus bas mais là on est que sur une 4 donc on est plus sur une occasion de racheter pour aller finir la 5. Alors là ce qu'on va regarder aussi, je vais mettre un petit coup d'auto, voilà, mais je suis obligé de faire ça. Ce que je voudrais voir c'est mes objectifs de 5. Donc on a dit la 4, là je l'ai laissé au 38,2 je crois. Ok, allez, on va faire une 4 au 23,6. Et 38,2 c'est à ce niveau-là. Ok, comme ça, je vais pas la repositionner deux fois parce que je voudrais voir quels peuvent être les objectifs. Hop. Donc comme on a fait les 161,8 un peu au-delà, je vais le prendre en extension. Donc ici mes objectifs de 5, les 161,8 ils seraient ici. On les voit à peine, les 1,618. Mais vous voyez, au-dessus de mon objectif de 3 que j'avais mis, de ma 3 jaune que j'avais mis à 2. Donc c'est cohérent. Hein, et en fait, c'est plus que la 3, elle va être vraiment en extension ici. Et même si je prends les 38,2, on a dit qu'ils étaient positionnés à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, les 161,8, ils viennent ici. Donc on est aussi sur des choses qui sont cohérentes par rapport à la vague 3 ici. Donc vous voyez que ici tout est cohérent pour dire qu'on va connaître peut-être une faiblesse et après aller voir plus haut. Mais encore une fois, comme on a connu une vague 2 profonde, la vague 4 peut vraiment être très très faible et les 23,6 semblent une target plus probable que les 38,2.
Ok, donc voici ce qu'on peut dire du point de vue héliotiste. Est-ce qu'il y a des scénarios beaucoup plus bearish? Peut-être, mais pour moi, ils sont absolument pas à privilégier pour le moment. Alors après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder dans le détail ici ce qu'on s'était dit. Ah oui, parce que, hop, ici, cette ABC, alors comment on va la... Puisque la dernière fois, on était plus bas. Donc cette ABC, à mon avis, on va pouvoir la poser éventuellement comme ceci. Mettre la 4 là. Et si on finit la 3, c'est-à-dire que mon sommet de 5, il vient comme ça. Ma 5 est un peu tronquée. Et ma 4 est là. Après, évidemment, ma 4 ici, hein. Donc ici on fait une tronquée, mais ce qui est logique avec la divergence du RSI, enfin pas une tronquée en fait, je dis n'importe quoi. Une tronquée, il faudrait que ma 5 elle soit plus basse que ma 3. Je veux dire simplement une 5 faible, tout simplement, mais si on reprend les Fibos, hein, euh, tac, tac. Voilà, j'avais une 3 qui était extrêmement puissante. Ma 5 ici, elle fait combien? Elle atteint pas les 1,618 mais elle dépasse les 1. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Ça veut dire que c'est pas déconnant comme VAC 5 puisqu'elle est au-delà des 1, elle n'est pas au 1,618 mais elle est tout à fait normale. Donc ça reste un décompte qui tient la route. Et donc maintenant bah, il s'agit de regarder comme on le disait tout à l'heure. On va faire un coup d'auto pour que ce soit bien formaté. Alors comme j'ai plus les aimants là, voilà, on va les remettre parce que ça place tout un peu n'importe comment. Mais tout ça pour dire que ici cette impulsive verte, elle est tout à fait pertinente avec cette ABC ici. Donc voilà. Donc là notre décompte il est plutôt bien propre. Après il faudrait voir comment se décompose cette 4. Alors on va juste regarder ça d'un peu plus près. Là je suis en 12 heures, on va descendre en 4 heures. Hop. Alors, en 4 heures, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ok, bon, ça, ma divergence ici, on l'a vu. Stochastique, il semble devoir avoir un peu plus de mou, mais rien n'empêche qu'il reparte vers le bas. Ici, on va venir placer ça. Ok, ici, alors logiquement, on devrait avoir pour cette 4 une ABC. C'est ça qui est intéressant de regarder maintenant. Donc on a fait un plus bas ici. On va la placer comme ça pour l'instant. Alors, est-ce que je suis au 23,6? On va essayer de se mettre au 23,6 par rapport à ma vague 3. 23,6 ici, c'est ça ma target de 4. Donc en gros, ma A et ma C seraient situées là. Ok. Enfin, ma racine de ABC, mon 0, il est là. Et ma target, elle est là avec un bas de 4 au 23,6. Donc maintenant, comment ça se déroule ici? Bah, pour l'instant, on ne peut pas encore bien le placer. Mais si on se réfère à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, donc ma B ici, ça c'est... Je vais juste zoomer encore ici pour qu'on ait vraiment, voilà, qu'on voit ça en gros. Super. Voilà. Donc ici, effectivement, mon plus bas, il est bien là. Ok. Si je fais ça, 1, 2, 3. Le problème, c'est que là, je descends en 3 et pas en 5. Alors que là, je devrais plutôt avoir descendre en 1, 2, 3, 4, 5. Donc après, on va voir si on peut. Est-ce qu'on peut découper en 5 ici dans les plus petites unités de temps? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça peut rentrer en 5 ici dans le 1 heure. Ouais. Ah, ça y est, l'élément commence à me saouler.
faire un truc comme ça. Non, ça marche pas parce que regardez, on enfonce notre sommet de une, donc c'est pas propre. Donc non, là c'est pas propre. Donc mon bas de A, je ne vais pas encore le poser ici. Je sais pas. À voir, il faut étudier ici dans ces mouvements-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut avoir, c'est quelque chose comme ça. Une A que j'aimerais voir se découper en 5 mouvements, que j'ai pas pour l'instant, ou en tout cas il faut étudier. Une B, vous le savez, une B qui peut aller remonter à 61,8 ou même à 123, on pourrait parfaitement avoir quelque chose comme ça. Vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on vient enfoncer encore une fois le sommet. Bah ouais, bah ça ce serait très bon en fait, ce serait très bearish parce qu'on ferait une B en 123,6. Alors ce serait extrêmement piégeur hein, comme mouvement, mais par contre ce serait marrant parce il faudrait qu'on ait encore plus de divergence là et on pourrait se demander ah oui mais est-ce que c'est pas mon sommet de 5 qui vient là, etc. Et ce serait une question pertinente. Il faudra revoir les décomptes dans les toutes petites unités de temps, mais ici je vois que mon 1, 2, 3, 4, 5 ou mon 1, 2, 3, 4 et 5. En tout cas, ici, il semble que j'ai bien une impulsive classique. Donc moi, ça m'irait bien. Ou alors, attendez, si hop, ouais, voilà. J'allais dire oui, parce que celui-ci m'allait pas. Donc, à regarder dans le détail, mais en tout cas, ce serait intéressant effectivement d'avoir une ABC un peu piégeuse, mais plus raisonnablement, quelque chose de comme ça aussi ferait parfaitement sens pour aller faire ma 4 là. Donc moi j'attends de voir un peu comment ça va se dérouler à ce niveau-là. Je vous ai indiqué tout à l'heure l'éventualité d'un short que je ne conseille pas parce que trop dangereux dans cette zone-là, à part si on maîtrise bien son risque, qu'on est à l'aise et qu'on se dit qu'on va peut-être aller faire une 4 un peu plus puissante. Je vais enlever ça. Hop. Voilà, donc ce qu'on peut dire du point de vue héliotiste. Maintenant, je vous laisse faire vos propres analyses sur vos marketplaces préférés, sur vos exchanges préférés. Là, je suis sur Bitfinex. Est-ce que je vais prendre ce short? C'est peu probable. C'est peu probable. Le ratio gain-risque me semble pas super intéressant. Je pense que, voilà, encore une fois, c'est pas trop dans mon intérêt, on va dire, au niveau de mon portefeuille de faire ce genre de trade à ce niveau-là. C'est pas un environnement très favorable au swing. Néanmoins, je vais être vigilant à une éventuelle faiblesse du Bitcoin et notamment au niveau qu'on va atteindre sur la 4 parce que effectivement, il y aura peut-être un buy the dip à faire et à recharger un peu plus de Bitcoin pour aller chercher les 20 000 dollars. Et au contraire, si on commence à faire une 4 profonde, là, je vais me poser des questions sur des scénarios alternatifs. Je vous ai tout dit. Merci les traders. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Et puis, je vous dis ciao, à la semaine prochaine.